D'habitude, quand on parle d'un diagnostic médical ou d'une intervention, on s'attend toujours à une forme de précision absolue, presque à mathématique en fait. Ouais, c'est une attente qui est profondément ancrée chez nous. Exactement. On imagine la médecine un peu comme de l'ingénierie pure et dure. Prenons le cas classique d'une fracture, par exemple. On passe une radiographie, le cliché s'affiche sur un écran avec un contraste parfait, Et et on voit cette ligne blanche bien nette sur l'os. voilà, cette ligne bien irrégulière. Le praticien n'a qu'à pointer cette ligne du doigt et déclarer que le problème se trouve exactement là. C'est visible, c'est localisé, c'est binaire quoi. Cassé ou pas cassé. Et c'est vrai que cette vision binaire, elle est extrêmement réconfortante pour l'esprit humain. Ah, c'est clair. Nous adorons quand les problèmes complexes peuvent être réduits à des éléments visibles, mesurables et surtout faciles à catégoriser. L'idée qu'un dysfonctionnement corporel puisse être identifié avec la même certitude qu'une pièce défectueuse dans une machine, ça rassure énormément. Ça donne l'illusion d'un contrôle total en fait. Absolument, un contrôle total sur la biologie. Mais la réalité de la médecine, et plus particulièrement de la chirurgie, c'est infiniment plus nuancé. C'est plus organique, et franchement, c'est plus chaotique que cette simple ligne blanche sur une radio. Oh que oui. Et c'est précisément l'objet de notre exploration aujourd'hui. Exactement. L'objectif de cette analyse, c'est de décortiquer les fondations mêmes de la chirurgie. On a sous les yeux un texte de référence, un document fondateur de la discipline, et plus spécifiquement, on va se concentrer sur la page 3. Oui, la page 3 qui pose vraiment les bases absolues. Et notre mission, c'est d'en extraire l'ADN. C'est ça. L'idée, c'est de prendre ces concepts de base qui établissent les règles absolues de la pratique et d'explorer la profondeur qui se cache derrière chaque terme. On veut s'assurer que pour quiconque écoute, chaque fragment de cette définition clinique soit totalement assimilé. Et pas juste comprendre ce que les mots disent, mais surtout ce qu'ils impliquent dans la réalité d'un bloc opératoire. Ouais, la vraie vie du bloc, quoi. Et la première étape pour comprendre cette réalité, c'est d'examiner comment le document source définit le champ d'action lui-même. Le texte établit d'emblée une distinction super claire. Il stipule que la chirurgie générale est synonyme de chirurgie des tissus mous. Tissu mou, voilà une expression qui mérite qu'on s'y arrête un instant. C'est vrai que ça sonne un peu vague dit comme ça. Ouais, mais le document ne laisse aucune place à l'interprétation, en fait. Il liste précisément les 3 domaines d'intervention. Cette discipline s'occupe du traitement chirurgical, des pathologies affectant les organes internes, la peau et la musculature. Et cette énumération, elle trace littéralement la carte du territoire chirurgical. Ouais. En excluant le squelette, on isole tout ce qui est malléable, tout ce qui palpite, tout ce qui sécrète ou se contracte. Pour bien visualiser le truc, on peut utiliser une analogie. Si on imagine que le corps est une maison qu'on doit rénover, les os, le squelette, ça représente les fondations en béton et la charpente en bois. La structure rigide, quoi. Voilà, la structure rigide et inerte qui donne la forme globale. Les tissus mous, en revanche, c'est absolument tout le reste. C'est ce qui transforme une coquille vide en un espace habitable. Exactement. Les organes internes, c'est la plomberie complexe, le réseau électrique, la chaudière. C'est vraiment l'usine interne. D'accord. La musculature, c'est l'isolation, les cloisons dynamiques qui soutiennent la charpente. Et enfin, la peau, c'est la façade extérieure, la toiture qui protège tout cet écosystème délicat. Donc le chirurgien en tissu mou, c'est l'artisan qui doit maîtriser la réparation de tous ces systèmes vitaux, mais sans jamais toucher aux poutres porteuses. C'est exactement ça. Mais il y a un aspect déterminant dans cette définition. Un truc qui se trouve juste après le mot musculature. Le document ne parle pas de la musculature en général. Il précise, et c'est là que ça devient fou, la musculature des animaux. Et ça, c'est le mot qui vient complètement bouleverser notre cadre de référence. Mais carrément, jusqu'à ce point précis, on s'imagine naturellement dans les couloirs stériles d'un grand hôpital pour humains. Et soudain, ce mot « animaux » nous fait basculer dans un tout autre univers. La médecine vétérinaire. Oui. Et du coup, ça décuple la complexité de notre fameuse analogie de la maison. Ah totalement. En médecine humaine, même s'il y a des petites variations d'un individu à l'autre, l'anatomie de base reste standardisée. Une maison humaine suit toujours le même plan d'architecte. Voilà. Mais en médecine vétérinaire, la donne change radicalement. Le chirurgien doit adapter son intervention à des architectures qui sont profondément différentes d'une espèce à l'autre. Ah ouais, j'imagine. Le système digestif d'un carnivore, ça ne ressemble en rien à la machinerie complexe d'un herbivore ruminant. C'est logique. Et la musculature d'un animal conçu pour le sprint, comme un lévrier, n'a pas du tout la même densité ni les mêmes points d'attache que celle d'un animal fousseur. Cette diversité exige une flexibilité intellectuelle vertigineuse.
Et il y a une autre dimension cruciale avec ce mot animaux. On parle de patients qui n'ont pas l'usage de la parole. Le mutisme clinique, oui. Un être humain, il entre dans un cabinet et il dit que la douleur est aiguë, qu'elle est exactement sous les côtes, qu'elle irradie dans le dos. L'animal, lui, ne peut fournir aucune de ces données. Le vétérinaire navigue face à un organisme muet. Il doit tout déduire par l'observation, la palpation, et ultimement par l'intervention elle-même. Et ça nous amène direct à la deuxième grande révélation du document source. Puisque le patient ne peut pas s'expliquer, la nature même de l'acte chirurgical doit s'adapter. Le texte ne se contente pas de dire sur quel tissu on opère. Il définit surtout l'intention derrière l'acte. Oui, il stipule que la chirurgie générale englobe les interventions réalisées à des fins préventives, diagnostiques ou palliatives. Et ces trois catégories, en fait, elles déconstruisent une idée reçue très tenace. Ouais, parce que dans l'imaginaire collectif, la chirurgie, c'est presque exclusivement perçu comme un acte de sauvetage in extremis. Le pompier du corps médical. C'est ça, celui qu'on appelle en urgence absolue pour recoudre une blessure ou extraire un corps étranger. Mais la source élargit complètement ce spectre. Commençons par la chirurgie diagnostique, si tu veux bien. Ouais, parce que sur le papier, ça semble super contre-intuitif. Opérer pour diagnostiquer. C'est un peu comme un mécanicien qui déciderait de démonter entièrement le moteur d'une voiture, pièce par pièce, juste parce que l'ordinateur de bord ne trouve pas l'origine d'un bruit suspect. Mais l'ordinateur de bord muet, c'est exactement ce qui justifie ça en médecine vétérinaire, malgré les avancées technologiques spectaculaires comme les échographies ou les scanners. Les analyses sanguines aussi. Oui, malgré tout ça, il arrive très souvent que la machine diagnostique atteigne ses limites. Les images peuvent montrer une masse floue, l'épaississement d'une paroi intestinale, sans pour autant révéler la nature biologique du problème. C'est juste une ombre, quoi. Exactement. Est une inflammation sévère, une tumeur bénigne, l'imagerie montre l'ombre, mais pas la substance. Donc, dans ces cas-là, le scalpel n'est plus un outil de réparation. Ça devient un véritable instrument d'investigation. On ouvre les tissus mous, non pas pour guérir dans l'instant, mais pour aller chercher la vérité. Aller voir de ses propres yeux la couleur d'un organe, palper sa texture pour sentir s'il est rigide ou friable. Et faire une biopsie. Voilà. On prélève un échantillon physique. L'intention change la dynamique. Le succès, ce n'est pas la disparition de la maladie, c'est l'obtention de l'information manquante. On accepte de créer un traumatisme chirurgical temporaire pour être sûr que le traitement futur sera le bon. C'est tout à fait ça. Ce qui nous mène au deuxième but mentionné, la chirurgie préventive. Alors là, la logique est encore différente. L'objectif, c'est de devancer la biologie. C'est agir sur la structure architecturale de notre fameuse maison avant même que la tempête ne frappe. On ne répare pas des dégâts existants. Non, on modifie l'anatomie pour empêcher qu'une pathologie prévisible ne se développe. On altère le présent pour sécuriser le futur. Et cette anticipation est particulièrement vitale en médecine vétérinaire. Ah bon? Pourquoi spécifiquement? À cause des prédispositions génétiques ou raciales. Certaines races ont des défaillances mécaniques programmées. Le chirurgien va, par exemple, fixer un organe interne qui a tendance à se tordre de manière fatale chez certains grands chiens. Ah oui, les torsions d'estomac. Exactement. Ou bien élargir des voies respiratoires qui sont structurellement trop étroites avant qu'elles ne provoquent une détresse avec l'âge. L'intervention neutralise une menace invisible. Le chirurgien devient un visionnaire en fait, mais il y a un troisième objectif dans la source, et c'est sans doute le plus lourd philosophiquement, la chirurgie palliative. Que c'est quand la maladie a gagné? Et c'est vrai que ça intervient quand on reconnaît que l'éradication complète de la maladie n'est plus une option biologiquement réaliste. Mais ça ne signifie absolument pas la fin de l'action médicale. L'objectif se métamorphose du coup? Complètement. Le but exclusif devient la restauration du confort, la diminution de la souffrance et l'amélioration de la qualité de vie restante. Donc, si on revient à notre analogie de la plomberie interne, une chirurgie palliative, ça pourrait être de retirer partiellement une masse tumorale massive qu'on sait incurable. Oui, pas pour arrêter le cancer. Mais simplement parce que cette masse écrase les poumons ou obstrue le tube digestif. On réduit le volume de l'obstacle pour que l'animal puisse respirer ou se nourrir sans douleur. L'intention chirurgicale est purifiée de toute ambition de guérison. On se concentre uniquement sur le soulagement mécanique. La charge mentale pour prendre ce genre de décision doit être immense. Naviguer entre prévenir, diagnostiquer ou pallier, ça exige une capacité de jugement exceptionnelle. Il faut constamment évaluer la balance entre le bénéfice escompté et le traumatisme inévitable d'ouvrir un organisme vivant. Et cette évaluation, elle ne peut pas se faire au hasard. Ce qui nous propulse directement dans la dernière grande section de notre analyse. Parce qu'on comprend bien que pour faire tout ça sur une multitude d'espèces silencieuses, on ne peut pas s'improviser technicien en lisant un mode d'emploi. Ah non,
Impossible. Le document source est catégorique là-dessus. Il définit ce qu'on pourrait appeler le triangle des prérequis. Le triangle des prérequis. Donc, pour pratiquer cette chirurgie, le professionnel doit obligatoirement posséder des connaissances fondamentales dans 3 domaines: l'anatomie, la physiologie et l'histologie. Ces 3 piliers sont la fondation absolue, le socle théorique indispensable. Sans ça, l'acte devient dangereux et éthiquement indéfendable, si je comprends bien. C'est le mot. Dangereux. Bon, explorons ce triangle. L'anatomie, c'est facile à appréhender. C'est la cartographie pure, le plan de la maison. C'est le GPS du corps. Voilà. Ça dit au chirurgien, le foie est ici, l'artère principale passe par là. Mais là, je vais faire un peu l'avocat du diable. Je t'écoute. Si je reprends mon artisan plombier qui répare un tuyau sous un évier, sa priorité, c'est de savoir où est le tuyau. Il regarde le plan, localise la fuite, applique son outil. La carte semble suffire. C'est vrai pour un tuyau inerte. Ben oui. Pourquoi le chirurgien, une fois qu'il sait où est l'organe grâce à l'anatomie, a-t-il besoin de s'encombrer de la physiologie et de l'histologie? Si la carte est bonne, pourquoi exiger plus? La friction entre la carte et la réalité du terrain, c'est vraiment le cœur de l'acte chirurgical. L'anatomie enseigne l'emplacement, oui, mais comme si c'était figé dans le formol. Ah, alors que le corps est vivant. Exactement. Le tuyau de ton évier, il ne réagit pas quand tu le coupes. Un organisme vivant, c'est un écosystème en perpétuel mouvement. Et c'est là que la physiologie entre en jeu. Donc la physiologie, c'est le fonctionnement des systèmes, la mécanique des fluides, les variations de pression. C'est ça. Si l'anatomie te dit où est le vaisseau sanguin, la physiologie t'explique comment le sang circule dedans, à quelle pression, et surtout, comment ce vaisseau va réagir si tu décides de le clamper. Oui, parce que le corps n'est pas passif face au scalpel. Il se défend. Il réagit même violemment à l'intrusion. La physiologie enseigne comment les organes vont tenter de compenser le stress de l'anesthésie, comment la pression artérielle va chuter lors d'une hémorragie. Donc, un chirurgien qui ne connaîtrait que l'anatomie saurait trouver l'organe, mais il paniquerait complètement face aux réactions en chaîne de son intervention. Il serait totalement démuni. L'anatomie donne la forme, la physiologie donne le mouvement et la vie. D'accord. L'argument est imparable. L'anatomie, c'est la structure, la physiologie, c'est la fonction en temps réel. Mais alors, quid de l'histologie? Ah, l'histologie. C'est l'étude microscopique des tissus, l'échelle cellulaire. Et là, mon argument de la plomberie revient en force. Le chirurgien opère à l'œil nu, ou avec des loupes. Oui. Il tient son scalpel, il regarde l'organe dans sa globalité. En quoi l'architecture invisible des cellules le concerne-t-il au moment précis où il pose ses mains sur les tissus? L'exigence de l'histologie soulève une vérité fondamentale, souvent ignorée de la chirurgie. Le chirurgien ne guérit pas la plaie qu'il crée. Attends, quoi? Il ne guérit pas la plaie? Non, il se contente de rapprocher les bords du tissu. C'est le corps, et lui seul, qui accomplit le travail de réparation et de cicatrisation. Ah oui? Vu comme ça. Et cette réparation, elle ne se déroule pas à l'échelle macroscopique. Elle est dictée par la biologie cellulaire. L'histologie permet de comprendre de quelle matière première est constitué le tissu qu'on manipule. C'est vertigineux, le chirurgien détruit pour soigner et espère que les cellules vont reconstruire derrière lui. Mais concrètement, comment cette connaissance microscopique dicte-t-elle le geste de la main? Elle dicte absolument tout, de la force appliquée à la sélection du fil de suture. La peau, par exemple, possède une architecture histologique super dense, stratifiée. Elle est conçue pour résister aux agressions. Voilà, elle est solide. La musculature, elle, est faite de longues fibres parallèles. Elle a une directionnalité. Mais un organe vital comme le foie ou la rate, C'est comment à l'intérieur? c'est une densité cellulaire lâche, presque spongieuse. Ces tissus n'ont aucune résistance mécanique inhérente. Ah, la boucle est bouclée. C'est donc cette réalité cellulaire qui détermine comment l'artisan travaille. On ne peut pas coudre une éponge de la même manière qu'on coude une toile de tente. C'est la stricte réalité du bloc. Imaginons un praticien qui maîtriserait parfaitement l'anatomie et la physiologie. Mais qui ignorerait l'histologie. Exactement. Il pourrait décider d'utiliser un fil épais et de serrer fortement le nœud sur un organe interne friable en appliquant la même tension que sur la peau. Oh là là, le désastre. Le fil cisaillerait le tissu lâche, détruisant l'architecture cellulaire. Au lieu de cicatriser, le tissu se nécroserait. Mort cellulaire et rupture de la suture. L'échec total. Et pas à cause d'une erreur d'emplacement, mais par méconnaissance de la matière elle-même. La matière première, oui. La démonstration est implacable. La vie animale exige une maîtrise simultanée des 3 dimensions. Il faut voir la forme, grâce à l'anatomie, Anticiper la fonction grâce à la physiologie. et respecter la matière première grâce à l'histologie. C'est une véritable chorégraphie intellectuelle.
Le praticien fait constamment des allers-retours mentaux entre ce qu'il voit à grande échelle, la dynamique des fluides qu'il doit anticiper et le comportement microscopique des cellules qu'il est en train de léser. Et tout ça pour répondre à une intention qui peut être préventive, diagnostique ou palliative. Franchement, ça montre à quel point le geste manuel n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le geste technique est totalement subordonné à cette immense pyramide de connaissances. C'est pour ça que le document source place ça en première ligne. Sans ces prérequis, la technique pure est aveugle. Et dangereuse. En prenant le temps de décortiquer cette simple définition introductive de la page 3, on se rend compte de la densité extraordinaire des concepts. On est parti d'une simple définition des tissus mous pour finalement englober toute l'infrastructure vivante de l'animal. Tout à fait. Et on a soulevé les défis du mutisme des patients et de la diversité des espèces. Puis, on a vu que le scalpel était un outil d'investigation, un bouclier préventif ou un instrument de soulagement. Avec ce fameux triptyque anatomie, physiologie, histologie pour orchestrer le tout. Chaque mot de cette définition a un poids spécifique. C'est fascinant de réaliser l'ampleur de la préparation intellectuelle exigée avant même qu'un chirurgien vétérinaire ne s'approche d'une table. Avant même qu'un instrument ne soit stérilisé. Ce qui m'amène à une réflexion finale. Une idée avec laquelle notre public devrait repartir aujourd'hui. Je t'écoute. Le texte de référence qu'on vient d'explorer pose ses bases théoriques vertigineuses dans son introduction. Et ce n'est qu'après avoir établi cette complexité qu'il s'apprête à aborder, dans les chapitres suivants, l'environnement physique. Les normes d'hygiène, la conception des blocs opératoires. Oui, la stérilisation du matériel. La question qui reste en suspens, c'est si la simple théorie exige une compréhension aussi absolue de l'anatomie des fluides et des cellules, à quel niveau de rigueur et de perfectionnisme doivent se hisser les normes matérielles du bloc opératoire pour être à la hauteur de ce savoir? La transition est incroyable. L'exigence théorique dicte l'exigence matérielle. Si l'esprit du chirurgien doit être aussi aiguisé, comment conçoit-on l'arène dans laquelle il va exercer cet art? Voilà une perspective qui donne toute sa dimension à la pratique. Gardez cette curiosité en éveil, continuez à questionner l'invisible. Et notre exploration se poursuivra lors de notre prochaine plongée au cœur des sources. Une salle d'attente de clinique vétérinaire, c'est généralement la définition même du chaos, non? Ah bah totalement, ça aboie de partout. Je dirais, on a tous en tête ces chiots surexcités qui sautent sur tout ce qui bouge. Ça claire, ou alors les chats complètement terrifiés qui refusent de sortir de leur caisse. Voilà. Et on ajoute à ça les propriétaires super angoissés qui posent 1000 questions. C'est bruyant, c'est désordonné et surtout c'est profondément imprévisible. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et c'est ça qui est fascinant. Dès que l'on franchit les portes battantes pour pénétrer dans le bloc opératoire vétérinaire, on bascule dans un univers parallèle. Ah oui, c'est un contraste saisissant, hein. Le chaos s'évapore complètement. À la place, on a une zone de silence, de précision absolue. Une rigueur presque militaire où chaque millimètre carré est calculé. Et c'est exactement ce contraste qui est au cœur de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Exactement. Nous allons plonger dans un document clinique super détaillé qui décortique la structure interne et les rôles d'une équipe chirurgicale vétérinaire. Un document vraiment exhaustif, oui. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment un groupe d'individus avec des profils très différents arrive à fusionner pour devenir une vraie machine parfaite. Pour assurer cette fameuse continuité de soins avant, pendant et après l'opération, c'est ça? C'est ça. Parce que l'enjeu, c'est la survie de l'animal. Bah oui, c'est le but ultime. Ce qui m'a sidéré en lisant ces sources, c'est de découvrir à quel point chaque action, chaque placement physique et même le droit de parler, tout obéit à un code hyper rigide. Oh que oui, rien n'est laissé au hasard. Bon, décortiquons ça. Avant même d'essayer de comprendre qui tient le scalpel ou qui surveille les écrans, il faut saisir l'architecture invisible de la salle. La fameuse ligne de démarcation. Exactement. Il y a une frontière implacable qui coupe le bloc opératoire en deux réalités distinctes. Et cette barrière, elle va bien au-delà d'une simple ligne tracée au sol. Le protocole divise vraiment l'équipe en deux unités séparées. Lesquelles, du coup? D'un côté, on a ce que le document appelle l'équipe stérile, et de l'autre gravite l'équipe circulante, que le jargon clinique qualifie un peu brutalement d'équipe sale. Attends, l'équipe sale. Bon, j'imagine que ça veut pas dire qu'ils rentrent dans le bloc avec les bottes pleines de boue, hein? Ah non, pas du tout, c'est purement technique. Parce que pour ceux qui nous écoutent, pour vulgariser un peu, c'est comme le sas ultra sécurisé d'une usine de composants électroniques.
Exactement, la salle blanche. La règle d'or pour la survie de l'animal, c'est que ces deux groupes peuvent se regarder, ils peuvent communiquer, mais ils ne doivent absolument jamais entrer en contact physique. C'est la règle absolue, et cette distinction repose entièrement sur le niveau de préparation aseptique. Donc comment ils sont habillés et désinfectés, quoi. Voilà. Dans l'équipe stérile, en médecine vétérinaire standard, on a généralement 3 personnes. Le chirurgien principal, le deuxième chirurgien qui sert d'assistant, et l'arsenalaire qui est l'infirmière instrumentiste. Ok, donc eux trois, c'est l'équipe stérile. C'est ça, et eux seuls ont l'obligation de porter la blouse stérile complète et les gants chirurgicaux stériles. Et de l'autre côté de la barrière, alors. Notre fameuse équipe sale. Eux, c'est l'anesthésiste et le pabellonero, l'infirmière circulante. Ils ne portent ni blouse stérile, ni gants stériles. Ils sont en civil, ça. Allemand plutôt. Ils ont l'obligation de porter une tenue de bloc standard, une charlotte sur la tête, un masque et des couvre-chaussures. Mais c'est pas stérile au sens strict, hein. D'accord, je vois la nuance. Et d'ailleurs, ce niveau d'équipement différent m'amène à un truc qui m'a beaucoup fait rire dans les sources. Ah oui, oui. Sur l'entrée en salle. Oui. Quand on s'imagine le début d'une opération, on visualise souvent le grand chirurgien pousser les portes du bloc en premier, tel un chef d'orchestre sous les applaudissements. Avec les assistants qui courent derrière, ouais. Exactement. Mais nos sources brisent complètement ce mythe hollywoodien. L'ordre d'entrée est dicté par le protocole. Et le chirurgien, il entre bon dernier. Ce qui est fascinant ici, c'est que la logique derrière cet ordre est purement axée sur la sécurité. Donc qui rentre en premier? C'est l'arsenalaire, elle a la responsabilité de franchir la porte en premier. Ok. Et ensuite? Ensuite, le deuxième chirurgien fait son entrée et enfin le chirurgien principal clôt la marche. Mais pourquoi l'arsenalaire d'abord? Parce qu'elle doit préparer le terrain, elle entre seule pour ouvrir les emballages, déployer les champs stériles, installer ses instruments. Ah, donc elle crée la zone propre en fait. Exactement. Elle sécurise la zone stérile avant même que les chirurgiens n'aient l'occasion de s'en approcher. Ça évite tout risque de contamination accidentelle. C'est super logique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois que tout ce petit monde est rentré dans le bon ordre, il s'installe pas n'importe comment. Ah non, c'est réglé au millimètre. C'est de la géométrie spatiale appliquée. J'ai lu ça un peu comme le placement d'une brigade dans un resto 3 étoiles pendant le coup de feu. Détail qui semble banal, la main dominante du chirurgien en chef. La latéralité dicte vraiment l'architecture de la pièce entière. Concrètement, ça donne quoi alors? Si le chirurgien est droitier, son poste naturel sera sur le flanc droit de la table d'opération. Ok. Et le reste de l'équipe? Dès cet instant, tout le monde s'aligne. L'anesthésiste se met à sa gauche et l'arsenalaire prend place à sa droite. Et si on a affaire à un chirurgien gaucher? C'est le bazar. Non, c'est un effet miroir total. Le chirurgien s'installe à gauche, l'anesthésiste glisse à sa droite et l'arsenalaire se décale à sa gauche. Une vraie chorégraphie, quoi. Mais attends, il manque du monde autour de la table, non? Où se placent les assistants? Le deuxième chirurgien, lui, il travaille de face. De l'autre côté de la table. C'est ça. Très légèrement décalé vers la droite du chirurgien principal pour bien suivre l'angle d'attaque. Et s'il n'y a pas de troisième chirurgien, il se met pile en face. Et s'il y a un troisième chirurgien? Ce troisième viendra se placer à la droite du deuxième. C'est fou cette précision. Et l'arsenalière, elle est où exactement dans tout ça? Qu'importe la main dominante du chef, elle garde toujours l'un des bouts de la table avec sa propre desserte d'instruments. Et l'anestéiste? Lui, il est littéralement enraciné à la tête du patient, barricadé derrière ses moniteurs. Donc on a un placement ultra rigide pour éviter de se cogner, mais une géométrie parfaite ne sert à rien s'il n'y a pas de chaîne de commandement. C'est clair. Je veux dire, quand on a 6 mains gantées au-dessus d'une seule incision qui dirigent vraiment sans déclencher une guerre d'ego. Nos sources pointent évidemment vers le chirurgien principal. Ouais, mais elles décrivent un style très éloigné du cliché du tyran qui jette des scalpels à travers la pièce, tu sais. Totalement. Le document insiste lourdement sur son rôle de formateur avant tout. Donc c'est pas un dictateur. Non. Il exige l'ordre, il travaille de façon systématique, mais quand il signale des erreurs, le texte précise qu'il doit le faire avec un ton, je cite, sévère mais cordial. Sévère mais cordial, j'aime bien. Il a l'interdiction formelle d'humilier son équipe. Pourquoi c'est si important de préciser ça dans un document médical? C'est purement psychologique. Dans un bloc, la peur génère la paralysie ou pire, la dissimulation des erreurs. Et ça, c'est fatal pour le patient. Exactement. L'équipe doit réagir avec une fluidité absolue. D'ailleurs, à la fin, il doit prendre le temps de faire des critiques constructives ou de féliciter. Un vrai manager moderne, en fait, hein. Outre ça, ses compétences techniques doivent être irréprochables, évidemment. Ah oui, aucune manœuvre aveugle ou précipitée. Le texte dit qu'il doit prévoir tout l'équipement, de l'éclairage aux blouses. Mais le détail technique qui m'a vraiment fasciné, c'est sa façon de manipuler les outils. Ah, la communication non verbale. Ouais.
Il demande ce dont il a besoin à voix haute, super clairement, ou avec des gestes codifiés. Il tend simplement la main. Et la règle absolue, c'est qu'il ne doit jamais quitter la plaie des yeux. Jamais. Détourner le regard d'une cavité anatomique complexe, même une seconde, c'est risquer de perdre ses repères. Ou de lâcher une artère compressée, j'imagine. Exactement. Ou de ne plus retrouver la source d'un saignement. C'est pour ça qu'il tend la main à l'aveugle. C'est fou. Et il y a une autre règle d'or concernant le matériel. Tout outil utilisé doit être impérativement rendu en main propre à l'arsenalière. On ne pose rien sur la table de... Surtout pas. Le document qualifie ça de très mauvaise technique. Et c'est une hérésie totale de le laisser reposer sur le patient. Ce qui se comprend. C'est le meilleur moyen d'oublier une pince de 10 cm dans l'abdomen d'un Golden Retriever avant de refermer. C'est exactement ce qu'on veut éviter, oui. Bon, juste à côté de notre chef, on trouve le deuxième chirurgien, le fameux premier assistant. C'est la deuxième autorité, et on sent qu'il chôme pas. Oh non, il a un rôle très actif. Il sèche le sang en continu, il présente les pinces hémostatiques, il place les écarteurs, il aide même à installer les champs opératoires au début. Et pour faire tout ça sans ralentir le chef, ce deuxième chirurgien doit connaître l'opération par cœur. Pour anticiper, tu veux dire. Exactement. Il ne réagit pas, il anticipe les besoins. Mais attention, la hiérarchie pose des limites strictes. Genre quoi? Il a l'interdiction de s'extralimiter. Il ne doit pas faire d'actes qui sont réservés au chirurgien principal. Chacun à sa place. Et au niveau de la parole? Il peut parler à l'arsenalière pour demander du matériel, mais l'idéal, selon le texte, c'est que seul le chirurgien principal parle. Pour garder le calme, quoi. Et alors, si on a les effectifs, on ajoute un troisième chirurgien, le deuxième assistant. À lui, il a un rôle très particulier. J'adore son profil. C'est le héros de l'ombre par excellence. Nos sources le décrivent avec un rôle super statique, il tient les écarteurs et il a une tâche hyper spécifique. Il coupe les ligatures. Pendant ce qu'on appelle l'hémostase en série. Oui, et là, il faut qu'on explique ce terme barbare à notre audience. L'hémostase en série, c'est quoi? Alors imagine une scène avec de multiples saignements simultanés. Ok. Les deux premiers chirurgiens travaillent frénétiquement pour pincer les vaisseaux et les nouer avec des fils de suture. Ça doit aller vite. Très vite. Donc, au lieu de poser leurs pinces pour attraper des ciseaux à chaque nœud, ce qui ferait perdre un temps précieux, le troisième chirurgien agit comme une paire de ciseaux humaines. Dès qu'un nœud est serré, clac, il coupe le fil. Instantanément. C'est brillant. Sauf que les règles qu'on lui impose sont d'une sévérité dingue. Par exemple, il a l'interdiction de recevoir des outils de l'arsenal olaire. Oui, il ne les prend que des mains des deux autres chirurgiens. Il ne doit jamais entraver le deuxième chirurgien. Et le clou du spectacle, il a l'interdiction totale de parler. Pas un mot. Mutisme complet. C'est littéralement un outil humain ultra qualifié qui doit opérer en silence. Pourquoi être aussi strict ? Si on relie ça à l'image globale, cette discipline quasi-militaire sert à réduire le bruit dans le système. Le bruit physique ou mental ? Les deux. L'espace est confiné au-dessus de l'animal. Si ce troisième chirurgien tend le bras pour attraper un truc chez l'arsenalaire, il croise le champ des autres. Et il risque de faire tomber un truc dans la plaie. Voilà. Et pour la parole, la charge cognitive du chef est immense. Chaque voix supplémentaire est une distraction. On comprend donc que ces chirurgiens sont vraiment les figures de proue du navire. Mais ce navire coulerait en 5 minutes sans la logistique autour. Ah, ça, c'est la colonne vertébrale de l'opération. Et c'est là qu'entrent en scène l'assénalaire et la circulante. Deux profils fascinants. Commençons par l'arsenalaire, l'infirmière instrumentiste. C'est la chef incontestée des infirmières au bloc. Le texte souligne un point crucial sur elle. Lequel ? C'est son efficacité à elle qui dicte la vitesse globale de la chirurgie. Waouh, donc celle qui donne le tempo. Totalement. On l'a dit, elle entre la première, elle organise sa table de manière méthodique, et une règle stipule que sa table doit être aussi propre à la fin qu'au début. Ce qui justifie un truc qui m'a scotché. Nos sources disent que quand le chirurgien lui rend un instrument, elle ne se contente pas de le poser. Non, elle le nettoie. Systématiquement, avec une compresse avant de le ranger à sa place millimétrée. Et ça a du sens, le sang sèche vite sous les lumières. Si un caillot se forme sur une pince, elle peut se bloquer. Ou pire, le caillot pourrait tomber dans la plaie du patient suivant. L'horreur. Mais ce qui force le respect, c'est cet échange à l'aveugle. La confiance spatiale est absolue. Le chirurgien tend la main en regardant la plaie, et l'arsenalière doit claquer fermement le bon outil dans le bon sens, direct dans sa paume. Pour ça, elle doit anticiper les complications et connaître chaque étape.
Son code de conduite est martial, elle ne s'éloigne jamais, ne discute aucun ordre et ne se distrait pas. Et en post-opératoire, Elle collabore au pansement et supervise le lavage méticuleux des outils. une vraie chef d'orchestre. Et elle a un bras droit, ou plutôt des jambes, parce que l'infirmière circulante, la pavillonnaire, elle est partout. C'est notre équipe salle, oui. Elle orchestre toute la périphérie. Elle aide l'arsenalaire à s'habiller. Elle prépare la salle, vérifie les fils, les compresses, les bassins d'antiseptiques. Et elle a la responsabilité vitale de tester les équipements électriques. Genre l'aspirateur chirurgical ou la lampe frontale. Exactement. Et c'est pas juste administratif. Si une artère lâche et inonde la cavité, le chirurgien voit plus rien. Si l'aspirateur marche pas à la seconde. L'animal se vide de son sang sans qu'on puisse clamper la fuite. Voilà, c'est une question de vie ou de mort. Elle a aussi un grand rôle en amont avec le patient. Dans la salle de préparation, ouais. Elle aide à tranquilliser l'animal, elle fait la trichotomie, le rasage, et le premier lavage. Toujours en dehors de la salle stérile, bien sûr. Ce qui est super logique. Si on rasait un gros chien en plein hiver dans le bloc, il y aurait des milliers de poêles qui voleraient sur les outils stériles. Une catastrophe. Et pendant l'opération, elle devient le radar à 360 degrés de la pièce. Et c'est là qu'il y a une règle qui en dit long sur la psychologie du bloc. Sur la contamination. Oui. Elle a le devoir absolu de prévenir immédiatement si une contamination se produit. Même si elle a frôlé un truc stérile sans faire exprès. Ça illustre une culture de la sécurité très mature. Imagine, elle est sous les ordres d'un chef stressé. L'instinct humain, ce serait de se taire par peur de se faire crier dessus. Surtout avec la hiérarchie ambiante. Mais le protocole l'oblige à parler. Ce système privilégie la prévention d'une infection fatale plutôt que l'ego de l'équipe. C'est beau. Donc on a des pros qui gèrent l'anatomie, la logistique, l'éclairage, mais il reste une personne dans la pièce. Notre dernier acteur. Quelqu'un qui opère pas, qui coupe pas. Son rôle est axé uniquement sur le maintien de la vie. L'anesthésiste. Il fait partie de l'équipe sale, rappelons-le. Exact. Il fait quoi concrètement avant que ça commence? Il prépare le patient, pose les voies veineuses pour les médicaments, et il participe au positionnement sur la table. Ce qui est super important, non? Très. Un coup mal placé sur un chien endormi, ça peut plier la trachée et bloquer l'oxygène. Ah oui, il faut faire gaffe. Et c'est là qu'on arrive au plus gros paradoxe de nos sources, la révélation qui m'a fait écarquiller les yeux. Cela soulève une question importante sur l'autorité, n'est-ce pas? Exactement. Tout le long, on voit le chirurgien comme le maître absolu. Imagine la scène, le chef au-dessus du patient, scalpel en l'air, la salle retient son souffle. Eh bien, ce grand chirurgien est totalement paralysé. Il ne peut pas inciser tant qu'il n'a pas l'accord formel d'une seule personne, l'anesthésiste. C'est lui qui donne l'ordre formel pour que la chirurgie commence. L'autorité est inversée, hein. Complètement. Le chirurgien ne bouge pas tant que l'anesthésiste n'a pas validé que le patient est stable et assis endormi. C'est fou. Moi, je le compare à un contrôleur aérien. L'anesthésiste. Ouais. Les chirurgiens, c'est les pilotes dans la tempête médicale. Mais l'anesthésiste, c'est le contrôleur qui fixe les radars. Son seul but, c'est que l'avion s'écrèse pas. C'est une belle analogie. D'ailleurs, il a interdiction de quitter la table d'anesthésie. Il remplit une grille vitale minute par minute. Et en post-op? Il continue de surveiller jusqu'au réveil complet. Et il rédige un rapport ultra détaillé s'il y a eu la moindre altération des constantes. Même minime? Oui. Si le patient a un trouble inexpliqué 3 jours plus tard, c'est ce rapport notant une chute d'oxygène à la 40e minute, par exemple, qui donnera le diagnostic. C'est incroyablement complet. Quand on rassemble toutes ces pièces, notre audience se rend bien compte que la médecine vétérinaire ne laisse rien au hasard. Absolument rien. Une division spatiale stricte, dictée par la main du chef, une hiérarchie précise, une communication muette où une main tendue suffit. Le tout pour assurer la survie du patient. Voilà. Ces documents nous dépeignent vraiment une chorégraphie idéalisée, planifiée au millimètre. Mais ça soulève une dernière réflexion. Ouais, c'est la pensée provocatrice sur laquelle je voulais qu'on se quitte. Tout ça, c'est le scénario parfait sur le papier. Mais que se passe-t-il dans la fraction de seconde où l'inattendu survient? Quand une urgence absolue fait voler le protocole en éclats. Exactement. Une hémorragie massive, un arrêt cardiaque. Comment cette équipe, habituée à ce silence et à cette rigidité absolue, parvient-elle à improviser face au chaos, sans franchir cette ligne invisible de la stérilité? C'est vraiment la question. Savoir improviser sans briser les règles vitales. C'est une réflexion intrigante pour ceux qui nous écoutent. Je trouve aussi. Eh bien, merci à tous de nous avoir rejoints pour cette exploration en profondeur. Oui, un grand merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour décortiquer de nouvelles sources. Gardez votre curiosité bien aiguisée. À la prochaine. Au revoir. Un hôpital, ça sauve pas des vies juste grâce au talent de ses chirurgiens ou à la puissance de ses médicaments de pointe. Non, c'est clair.
Ça le fait souvent avec de simples lignes, genre des lignes invisibles tracées sur le sol de ces couloirs. Des lignes qui sont si puissantes et si absolues que franchir la mauvaise au mauvais moment, ça peut s'avérer fatal. Ouais, exactement. Donc bienvenue dans notre plongée du jour. Et notre mission aujourd'hui, à travers cette analyse approfondie de nos sources, c'est de comprendre comment la simple géographie d'un bâtiment permet, très littéralement, de sauver des vies. On parle d'une architecture qui n'est pas faite de briques, mais vraiment de règles de comportement strictes. Et c'est un voyage vraiment captivant dans ces documents. Parce que si on doit extraire le concept clé, vraiment la fondation de tout ça, c'est ce qu'ils appellent la conscience chirurgicale, ou la conscientia chirurgica dans le texte d'origine. La conscience chirurgicale, ça sonne presque comme, je sais pas, un dogme religieux, quoi. C'est presque ça. C'est le niveau de dévotion qu'on demande au personnel. Avec sa voix calme, la documentation nous explique que ces normes de zonage, c'est pas juste des règles administratives un peu ennuyeuses. Ouais. Ce sont des outils vitaux. L'objectif, il est hyper précis, c'est de diminuer drastiquement, mais alors vraiment drastiquement, le risque d'infection par des facteurs exogènes, donc des facteurs qui viennent de l'extérieur. D'accord. Alors, décortiquons tout cela. Pour bien capter comment fonctionne ce niveau de stérilité ultime, on va essayer de cartographier mentalement ces espaces. On va commencer par la vue d'ensemble du complexe hospitalier, avant de vraiment plonger au cœur du bloc opératoire. Ouais, super idée. Parce que pour comprendre le but final, il faut d'abord regarder comment le flux de personnes est géré à très grande échelle. C'est ça. Et c'est la page 14 de nos documents qui définit ça, les aires générales de circulation. Et ça dicte les restrictions de passage et même les tenues. Tout à fait. Et ça commence par l'aire non critique. Voilà. Et ça, c'est la première zone. On pourrait croire que c'est détendu, mais pas du tout. La circulation des personnes extérieures, elle est déjà super restreinte. La directive est absolue, il faut que seul l'accès aux personnes impliquées dans le déplacement des patients, devant subir une chirurgie, y soit autorisé. Seulement ces personnes-là, ouais. C'est fou quand on y pense. C'est un peu, tu vois, comme le couloir d'accès d'un stade immense ou d'un théâtre qui serait strictement réservé à l'entourage direct de la star. Et ici, la star, c'est le patient. J'aime beaucoup l'analogie. C'est exactement ça. Et après cette zone, on passe à l'aire semi-critique. Et là, le niveau de sécurité, il augmente d'un coup. Ah oui, là, ça rigole plus. Non, c'est fini. La circulation y est stricte. Et là, il faut lister les vêtements obligatoires parce que c'est précis. Il faut le bonnet ou la charlotte. Ok. Il faut le masque, les couvre-chaussures et bien sûr la tenue chirurgicale complète. Donc tout l'équipement de base, quoi. Exactement. Et ce qui est fascinant ici, c'est comment une simple ligne invisible dans un couloir t'impose de changer totalement d'uniforme. Et ça s'applique à des endroits super variés. La pharmacie, les services généraux, la zone humide, les couloirs, l'hôpital en général, la salle de réveil, la zone de lavage du matériel et la zone de préparation du patient. Attends, je t'arrête 2 secondes. Oui. Parce qu'il y a un truc qui me frappe là. Pourquoi des zones qui ont l'air si différentes, genre la pharmacie d'un côté et la zone de lavage des instruments de l'autre, partagent exactement le même niveau de restriction vestimentaire? Je veux dire, laver des instruments pleins de sang, c'est pas pareil que trier des boîtes de médoc, si. C'est la question que tout le monde se pose. Mais en fait, la clé, c'est la notion de zone de transition. Ah, d'accord. L'hôpital se fiche un peu de ce que tu fais dans ta pièce spécifique, il regarde l'ensemble. Ces espaces forment un bouclier autour du bloc. Si le pharmacien et la personne qui lave le matériel respirent le même air dans le couloir sans masque, ils mélangent leurs contaminants. Ah ouais, je vois. C'est pour protéger l'air en commun, en fait. Exactement. Et ça nous amène au niveau suprême pour ces aires généraux, l'air critique. Le boss final des zones généraux. C'est ça. Là, la circulation est extrêmement stricte. Et tu dois avoir la tenue complète, donc on répète, bonnet, masque, couvre-chaussures et tenue chirurgicale. Et ça concerne quels endroits exactement? Eh bien, ça inclut la salle de chirurgie, donc le bloc opératoire. Logique. Mais aussi la salle de dépôt thermosensible, le dépôt de matériel pour l'étage, l'autoclave, le centre de chirurgie et l'USI, l'unité de soins intensifs. C'est vraiment le cœur névralgique de l'hôpital, en fait. Tout à fait. Bon, alors maintenant qu'on a bien établi les règles générales, on va faire un zoom sur l'épicentre même de l'action médicale, c'est-à-dire le bloc opératoire lui-même. Ouais, on rentre dans le vif du sujet. Parce que pourquoi le bloc a besoin de ses propres subdivisions internes? Parce qu'il faut éliminer les sources de contamination de manière, on va dire, littéralement chirurgicale, étape par étape, comme l'expliquent les pages 24 et 25. C'est exactement ça.
Et la première barrière interne, c'est ce qu'on appelle la zone noire, la zone d'accès. Et elle fonctionne comment, cette zone noire? C'est vraiment une zone tampon, une zone de protection amortie à donner, comme disent les sources. C'est l'accès principal. C'est là qu'on vérifie les conditions de l'opération, la présentation des patients. Tout le côté administratif, en gros. Ouais, tout le travail administratif est fait là. Et surtout, c'est l'endroit où le personnel troque ses vêtements de ville pour la tenue spéciale exclusive au bloc. Tu sais, moi, ça me fait vraiment penser au sas des décompressions d'un vaisseau spatial. Ah oui, c'est une bonne image. Oui. Tu vois, avant d'entrer dans un environnement totalement artificiel et contrôlé, t'as cet espace hybride entre la Terre, genre la rue, et l'espace, le bloc. Tu laisses la pollution de la Terre derrière toi. C'est une super métaphore. Et une fois que tu passes ce sas, tu arrives dans la deuxième zone de restriction, la zone grise. Ou la zone propre. D'accord, la zone grise. Là, le personnel doit porter la tenue chirurgicale, lambeau, avec des règles ultra strictes. La tête doit être couverte d'un bonnet en tissu, mais attention, ça doit cacher l'intégralité des cheveux pour empêcher toute chute dans les zones stériles. Ah oui, aucun cheveu qui dépasse. Et il y a aussi l'obligation absolue de couvrir le nez et la bouche avec un masque, le barbigeau. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah bon, pourquoi? Le niveau de microgestion physique, c'est un truc de fou. Chaque cheveu compte. On est en train de légiférer sur un malheureux cheveu qui tombe. À ce niveau-là, le corps humain est presque vu comme un danger toxique ambulant. Ah mais totalement. Et d'ailleurs, si on relie cela à la vue d'ensemble, cette zone grise, c'est vraiment ce qui te prépare physiquement à l'acte médical pur. Ça neutralise la menace que tu représentes en tant qu'humain. C'est fascinant. Et tout ça nous mène finalement à l'ultime frontière, la zone blanche. La fameuse zone stérile. Ouais, la zone de restriction maximale. C'était vraiment la salle d'opération proprement dite. Et selon une note super importante, de la page 15, c'est une zone restreinte en raison de la nécessité de maintenir un environnement contrôlé pour l'exécution de techniques stériles et aseptiques. C'est le sanctuaire en fait. On ne peut pas faire de compromis ici. La moindre bactérie et tout le système s'effondre. C'est clair. Quel voyage, hein? On est passé de la porte de l'hôpital, avec les zones générales non critiques, jusqu'au cœur totalement stérile de cette zone blanche. Et on voit vraiment bien la mise en pratique de cette fameuse conscience chirurgicale à chaque étape. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Eh bien, on peut avoir une dernière réflexion là-dessus, un peu plus psychologique. Je t'écoute. On sait que cette architecture physique, hyper rigide, le noir, le gris, le blanc, ça protège le patient des bactéries. C'est un fait physique. Oui, on l'a bien compris. Mais est-ce que ça n'agit pas aussi comme un puissant rituel psychologique pour les soignants eux-mêmes? Oh, waouh! C'est vrai que de changer de vêtements, franchir des portes... Ouais, le fait de franchir ses limites physiques de manière séquentielle, de changer d'apparence, de restreindre ses mouvements de plus en plus, ça pourrait être le mécanisme même qui permet au cerveau du chirurgien de se détacher du chaos du monde extérieur. Ah ouais, pour atteindre vraiment une concentration absolue une fois au-dessus de la table d'opération? Exactement. Le rituel physique crée l'état mental. C'est une pensée fascinante à méditer pour tous ceux qui nous écoutent. La géographie d'un lieu qui conditionne autant l'esprit que la sécurité du corps. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse approfondie. Merci, à très bientôt. Bon, imagine un peu la scène. Une seule petite cellule de peau, totalement invisible, qui flotte dans l'air et qui vient se poser exactement au mauvais endroit. Et là, c'est le drame, oui. Voilà, la situation devient tout de suite critique. À cet instant précis, le fait que la personne qui tient le scalpel soit le chirurgien le plus doué ou le plus primé de sa génération, ça n'a absolument plus aucune importance. Le patient est en danger. C'est fascinant quand on y pense, parce que souvent on a cette image super romantique de la chirurgie. Ouais, le génie médical, le geste parfait, tout ça. Exactement, la virtuosité technique façon série télé. Sauf que, et c'est tout l'objet de notre analyse aujourd'hui, on va explorer des documents techniques très poussés sur la normativité, la biosécurité et l'hygiène chirurgicale. Et ce qu'on y découvre, c'est que l'acte médical en lui-même, c'est vraiment que la pointe de l'iceberg. C'est clair, ce qui maintient réellement les patients en vie, c'est plutôt une sorte de chorégraphie d'une rigueur absolue. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que la mission de cette plongée en profondeur, c'est de comprendre absolument toutes les règles qui transforment une simple pièce d'hôpital en un vrai sanctuaire stérile. Et avant même de parler d'équipement ou de se laver les mains, il faut comprendre le lieu lui-même.
C'est le point de départ fondamental, en fait. L'environnement dicte entièrement le comportement. Faut bien se dire qu'un bloc opératoire, c'est pas un espace démocratique, c'est pas un moulin où on entre et on sort. Non, dès les premières lignes de nos sources, le cadre est posé de manière presque martiale. L'accès est drastiquement restreint. On laisse entrer que le personnel minimum indispensable. Et l'accès aux personnes non autorisées est formellement interdit, sans la moindre exception. Parce que chaque corps humain supplémentaire dans la pièce, d'un point de vue purement biologique, c'est vu comme un vecteur de contamination potentielle. Ouais, pour bien visualiser, pour ceux qui nous écoutent, on pourrait comparer ce bloc opératoire à la cabine de pilotage d'un avion de ligne en plein vol. C'est une super analogie. On rentre pas dans le cockpit pour taper la discute ou regarder les nuages. Exactement. Ou même à la brigade d'un restaurant étoilé, mais où l'erreur est juste interdite. Et tout comme dans un avion, il y a des règles de base qui peuvent sembler presque absurdes à rappeler aujourd'hui, genre l'interdiction totale de manger ou de fumer à l'intérieur. Ah oui, quand on lit ça, on a envie de sourire. On se demande un peu. Mais qui irait manger un sandwich au-dessus d'un patient ouvert? C'est ça. Mais ça s'explique par la nature même de la menace. La moindre particule étrangère, que ce soit une volute de fumée microscopique ou une miette qu'on voit pas à l'œil nu, c'est une brèche dans la forteresse. Et cette logique de forteresse, elle s'applique même à l'architecture de la pièce. Les documents disent que toutes les portes doivent obligatoirement rester fermées pendant toute l'intervention. Et c'est pas juste pour l'intimité du patient. Non, c'est là que la physique entre en jeu. La documentation mentionne le concept de pression de l'air. Du coup, comment une simple porte ouverte peut menacer tout cet écosystème-là? C'est un mécanisme invisible mais super vital. En fait, un bloc opératoire moderne fonctionne en pression positive. Pression positive, c'est-à-dire? Concrètement, le système de ventilation injecte de l'air ultrafiltré dans la pièce, ce qui crée une pression légèrement supérieure à celle des couloirs à côté. Donc, si on ouvre une porte, cet air propre et stérile est expulsé vers l'extérieur. Ah, ça agit comme un bouclier en fait. Ça empêche l'air sale du couloir de rentrer. Exactement. Mais si on laisse cette porte ouverte ne serait-ce que quelques minutes de trop, la pression s'équilibre. Le bouclier invisible s'effondre et l'air extérieur s'engouffre dans la salle. C'est pour ça que les portes fermées, c'est une règle absolue. D'accord. Donc on a cette forteresse sous pression, bien fermée au monde extérieur. Et à l'intérieur, c'est une vraie micro-société, avec ses propres lois et sa hiérarchie. Tout à fait. Les sources sont très claires là-dessus. Le chirurgien, c'est le chef incontesté de tout le personnel présent. Il dirige la totalité de l'intervention. C'est le commandant de bord, pour reprendre ton analogie de l'avion. Voilà. Dans un environnement où la marge d'erreur est de 0, on ne peut pas se permettre d'avoir un débat démocratique sur la prochaine action à mener. S'il y a une urgence, paf, la décision doit être instantanée. L'efficacité exige une chaîne de commandement très verticale, oui. Mais ce qui est fascinant ici, c'est la dimension humaine qui vient équilibrer cette froideur technique et hiérarchique. C'est-à-dire? Le respect entre collègues. Oui. Le protocole exige un comportement respectueux entre les membres du personnel, mais il insiste spécifiquement sur le respect dû au patient. Et ça, même lorsque ce dernier est sous anesthésie générale. C'est un point vraiment remarquable, parce qu'on pourrait se dire qu'une fois la personne endormie, elle devient juste un objet médical à réparer, tu vois. Et c'est exactement ce que cette règle vient empêcher. Le respect du patient anesthésié, ça prouve que ces protocoles sont pas uniquement hygiéniques ou opérationnels, ils sont profondément éthiques. Ouais, le patient est dans un état de vulnérabilité totale. Totalement. Il a perdu sa conscience, sa capacité à se défendre, mais il conserve son entière dignité. Et cette dignité, elle est protégée, codifiée, par les mêmes règles qui protègent son corps, en fait. On a donc bien posé le cadre de ce théâtre des opérations. Ses barrières invisibles de pression, sa hiérarchie de fer, son code éthique. Mais du coup, ça nous amène à un problème logistique fascinant. Lequel ? Si la pièce est une forteresse stérile, comment on fait pour y introduire des humains? Par nature, on est couvert de millions de bactéries. On franchit pas simplement la porte. Faut se transformer, passer par des sas. Oui, c'est la métaphore parfaite. Imagine le parcours vers le bloc, un peu comme les contrôles de sécurité d'un aéroport international, mais au niveau microscopique. Le document décrit un système de zonage très strict. Oui, divisé en 3 aires, la zone noire, la zone grise et la zone blanche. C'est ça. C'est là que ça devient vraiment passionnant. Détaillons ce voyage. La zone noire, c'est le point de contact avec le monde extérieur. C'est là que le changement commence. Parce que la règle est intraitable. Interdiction absolue d'entrer en vêtements de ville. Logique, nos vêtements de tous les jours transportent la poussière du métro, les pollens, les bactéries de la rue. Exactement. Dans la zone noire, on se dépouille du monde extérieur.
Ensuite, on franchit une ligne pour entrer dans la zone grise. Et ça, c'est la zone considérée comme propre. Et c'est à partir de cette ligne invisible que l'armure chirurgicale entre en jeu, non? Oui, le port de la tenue spéciale, la charlotte et le masque devient strictement obligatoire. Alors parlons-en de cette tenue chirurgicale. Le document donne une instruction très spécifique. Elle doit obligatoirement être en coton. Oui, le fameux embout. Et ce qui est fou, c'est que la source explique même pas la physique derrière ça. Elle donne l'ordre, point barre. C'est du 100% coton. Ça montre bien qu'ici, on n'a pas besoin de comprendre le pourquoi du comment pour obéir. La conformité doit être totale. Jusque dans la composition textile du vêtement, oui. Et bien sûr, si cette tenue en coton est tachée ou même juste suspectée d'être contaminée, elle doit être changée tout de suite. Aucune brèche n'est tolérée. Cette armure, elle doit couvrir chaque surface critique, c'est ça. Lui prend la charlotte, par exemple, le bonnet chirurgical. La règle dit pas juste de mettre un chapeau, elle exige que l'intégralité des cheveux soit recouverte. Pas une seule mèche doit dépasser. Et il y a ce détail crucial qui montre bien la séparation des mondes. Cette charlotte ne doit jamais être portée à l'extérieur du bloc. Si un soignant sort dans le couloir avec, il doit la jeter. Le masque suit la même logique implacable. Il doit couvrir le menton et le nez pendant toute l'intervention. Ah oui, on a tous vu des gens porter le masque sous le nez dans la rue. Au bloc opératoire, ce serait une négligence catastrophique. Notre respiration projette un nuage de micro-organismes en permanence. Si le nez est à l'air libre, l'armure sert à rien. C'est clair. Et on complète cette tenue de base dans la zone grise avec des chaussures spéciales ou des couvre-chaussures obligatoires. Les semelles qui ont touché le trottoir doivent jamais toucher le sol près du bloc. Et enfin, le saint des saints, quand on s'apprête à entrer dans la fameuse zone blanche, la salle d'opération stérile. Là, on ajoute l'équipement final. Les gants stériles et les lunettes de protection, obligatoires pour protéger les yeux des projections de fluide. C'est vraiment un équipement impressionnant. Mais voici la partie la plus contre-intuitive de notre exploration. Enfiler cette armure de coton, ces masques, ces gants, c'est que la moitié du travail. Ouais. L'autre moitié, c'est le contrôle. Exactement. Une fois habillé, le corps humain sous cette armure doit être maîtrisé en permanence pour maintenir une sorte de champ de force stérile. Et ça commence par le corps lui-même, avant même de mettre les gants. Le corps naturel, au fond, c'est un obstacle à la stérilité. C'est pour ça que les règles dictent jusqu'à l'apparence physique de l'équipe. Tout le monde doit avoir les ongles courts, les faux ongles, la résine, le vernis. Tout ça, c'est formellement interdit. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas bien les laver. Exactement. Ce sont des abris parfaits pour les bactéries, même si on les brosse de façon hyper agressive. Pareil pour les bijoux. Les mains et les bras doivent être totalement nus. Pas de montre, pas de bracelet, pas d'alliance. Les micro-interstices d'une bague sont des nids à germes. Et une fois ce corps dépouillé de tout artifice, on passe au fameux lavage. Et c'est pas juste se passer les mains sous l'eau. Ouais, les documents décrivent un processus très précis. Il y a un premier lavage au savon de 10 à 15 secondes pour quiconque entre, et ensuite le lavage chirurgical formel. C'est une procédure méthodique, chronométrée, avec des antiseptiques puissants. On frotte des doigts jusqu'au coude pour détruire chimiquement toute la flore bactérienne sur la peau. Bon, imaginons la scène. Les mains sont désinfectées. L'armure est en place, les gants sont mis. On est prêt. C'est là qu'on demande au personnel de faire un truc extrêmement difficile. Aller à l'encontre de ses réflexes les plus basiques. Oh oui, la reprogrammation du cerveau. Il y a cette règle hallucinante. Il est formellement interdit de baisser les mains en dessous du niveau de la taille. Pour visualiser, c'est la posture du T-Rex qu'on voit dans les films. Les bras pliés, les mains en l'air au niveau de la poitrine. C'est une image très parlante. Et ça soulève une question importante. Pourquoi on impose une telle contrainte physique? La réponse, c'est la géographie de la stérilité. C'est-à-dire? Tout ce qui est en dessous de la taille ou dans le dos, c'est non stérile. Du coup, garder les bras levés, ça demande un effort musculaire continu. Quand on est fatigué, le premier réflexe, c'est de laisser tomber ses bras. Sauf que si vos mains stériles touchent la zone non stérile sous votre taille, elles sont compromises. C'est une faute qui rompt le champ de force. Donc, si je suis chirurgien, que je suis debout depuis 4 heures et que par simple épuisement, je laisse tomber mes bras le long de mon corps, Il faut sortir du champ, se relaver les mains et remettre des nouveaux gants stériles. Le personnel doit vraiment lutter mentalement contre son propre corps. et il y a un autre réflexe humain à combattre, c'est celui de la chute. Si je fais tomber mes clés dans la rue, je les ramasse. Au bloc opératoire, si un instrument glisse et tombe par terre, la doc est sans appel. Sous aucune circonstance, on le ramasse. Jamais. Mais attends, et si c'est un outil hyper critique?
Si c'est l'instrument principal dont le chirurgien a besoin à la seconde près. Il n'y a pas d'exception. Aucune exception? C'est ça qui est dingue. On le ramasse pas. Il faut demander à une personne non stérile, souvent l'infirmière circulante, d'aller chercher un outil de remplacement dans les réserves. Donc le sol, c'est vraiment la zone interdite. Pour le personnel stérile, le sol, c'est pas juste un endroit poussiéreux. Conceptuellement, le sol, c'est de la lave en fusion. Si un objet touche cette lave, il est détruit. Il n'appartient plus à l'opération. C'est fascinant de voir ces frontières invisibles. Et d'ailleurs, ça s'applique aussi au déplacement, ce que les documents appellent la gestion des flux. Oui, il est strictement interdit de croiser les flux. Le matériel propre ne doit jamais emprunter les mêmes chemins que le matériel sale. C'est comme deux lignes parallèles qui doivent jamais se rencontrer. C'est une vraie architecture du mouvement. Si on laissait les flux se croiser, on créerait des carrefours de contamination. L'air déplacé par un équipement sale viendrait souiller un équipement stérile. C'est de la gestion paranoïaque, mais absolument vitale. Donc on a vu l'imperméabilité des zones, l'armure en coton, la posture du T-Rex, la gestion des flux, mais le dernier rempart, c'est l'environnement matériel lui-même, la science invisible de l'asepsie. Parce qu'on peut avoir la meilleure discipline du monde. Si la table est contaminée, c'est mort. Exactement. Et là, c'est la chimie lourde qui entre en jeu. La préservation de l'asepsie exige un nettoyage continu. On utilise des champs stérilisés. Ce sont les grands draps spécifiques qui recouvrent le patient et la zone de travail, non? C'est ça crée des barrières physiques étanches. Concrètement, qu'est-ce que ça implique tout ça? Quand on parle de stérilisation des instruments métalliques, on est à des années-lumière d'un coup de produit ménager ou d'eau de Javel. Ah oui, complètement. Le but, c'est de détruire toute forme de vie microbienne, même les spores les plus résistantes. Les documents citent la chaleur humide, avec des autoclaves qui utilisent de la vapeur sous très haute pression. Des températures que la biologie ne peut pas supporter. Mais pour ce qui fondrait, comme les plastiques ou les caméras, les manuels évoquent la chimie pure, le gaz formol ou l'oxyde d'éthylène. Oui, l'oxyde d'éthylène, c'est un gaz redoutable. C'est hautement toxique. Ça s'infiltre partout, à travers le plastique, le papier, pour pénétrer le cœur de la bactérie et pulvériser son ADN. C'est une ingénierie biologique brutale, mais c'est ce qu'il faut pour la stérilité absolue. Si on relie tout ça à la vue d'ensemble, on prend conscience du miracle d'ingénierie qui est un bloc opératoire. C'est pas juste une pièce bien éclairée. C'est clair. C'est une pression d'air spécifique, une hiérarchie stricte, 3 zones restrictives, des armures, une discipline où on garde les bras en l'air et où on ramasse rien par terre. C'est des flux qui se croisent jamais et des gaz destructeurs d'ADN. C'est un écosystème d'une complexité folle. Et surtout, un écosystème incroyablement fragile. La stérilité, c'est pas une échelle de valeur, c'est binaire. Soit c'est stérile, soit ça ne l'est pas. Il n'y a pas de stérile à 95%. Non, ça n'existe pas. Si un seul maillon casse, si une porte reste ouverte, si un soignant baisse les bras une seconde, ou si un plateau sale frôle un outil propre, tout s'effondre. Le compteur repart à zéro. C'est pour protéger cet état binaire que les protocoles sont si inflexibles. Ça exige une vigilance constante qui impose une fatigue mentale colossale à l'équipe médicale. On peut qu'être frappé par le niveau d'excellence que ça demande. L'improvisation n'a pas sa place. Le moindre détail, comme se gratter le nez ou se tourner dans un couloir, c'est une menace mortelle potentielle. Tout cet arsenal n'a qu'un but, garantir la vie humaine, sans concession. Absolument. Et quand on étudie un environnement aussi pur, ça pousse à réfléchir sur d'autres aspects de nos vies. On voit cette énergie déployée pour créer des zones blanches physiques où les flux propres et sales ne se croisent jamais. Ouais, et alors? Et si on appliquait cette notion de zonage strict à la manière dont on consomme l'information numérique au quotidien? Ah, intéressant. Serait-on capable de créer dans nos esprits une vraie zone blanche, un sanctuaire intellectuel totalement à l'abri de la toxicité ou des fausses informations? Un endroit où on n'autoriserait l'accès qu'à des idées ayant subi un lavage chirurgical de l'esprit, tu vois. Voilà une idée super puissante sur laquelle méditer pour ceux qui nous écoutent. Se construire sa propre zone blanche mentale dans un monde où l'information se croise sans arrêt. C'est ce qui clôture notre exploration de ces protocoles fascinants. La prochaine fois que l'image d'un bloc opératoire vous traversera l'esprit, l'attention se portera plus seulement sur le scalpel, mais sur la pression de l'air, sur ces armures de coton, sur cette tension musculaire de la posture du T-Rex et sur cette chorégraphie invisible où l'erreur n'est juste pas une option. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse et à très bientôt pour continuer à décortiquer les sujets les plus complexes. Il faut imaginer un espace où absolument tout, genre de la moindre petite molécule d'air en suspension au plus petit rayon de lumière qui filtre, est contrôlé avec une précision implacable.
Ouais, un endroit où le hasard n'a vraiment pas sa place, quoi. C'est exactement ça. Dès l'instant où on franchit le seuil, la nature même de l'environnement physique change complètement. Bienvenue dans la salle d'opération, ou ce qu'on appelle dans le jargon le bloc opératoire. Ou le fameux Quirophano, comme on le voit dans le document technique très précis qu'on analyse aujourd'hui, c'est véritablement le sommet absolu du contrôle environnemental humain, en fait. Et notre mission aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est de décortiquer toutes ces informations techniques. On veut comprendre comment l'architecture et l'équipement sauvent littéralement des vies, tout en gardant ça fascinant. Ouais, c'est fou. Mais avant même de pouvoir s'approcher d'une table opération, il faut déjà comprendre où se trouve cette salle dans la géographie globale de l'hôpital. Ben oui, on tombe pas sur un bloc opératoire par hasard en allant chercher un café à la cafétéria. Clairement pas. Il y a ce concept de zonage et de restriction progressive qui est hyper intéressant dans nos sources. L'accès est de plus en plus limité pour éliminer toute source de contamination. C'est le principe de la zone blanche, ou zona blanca en espagnol, la zone critique. Moi, en lisant ça, j'avais direct l'image d'un jeu vidéo, tu sais, avec des niveaux de sécurité à débloquer. Tu passes des portes de plus en plus secrètes jusqu'à atteindre le niveau du boss, le niveau ultime où aucun microbe ne passe. Ah, l'analogie du niveau du boss est super bonne, mais la réalité va bien plus loin qu'un simple badge de sécurité à biper. Comment ça? Cette restriction progressive, elle agit vraiment comme un gigantesque entonnoir de pureté. C'est pas juste l'humain qu'on filtre, c'est la matière elle-même. La défense en profondeur, c'est d'empêcher les bactéries d'arriver, plutôt que d'essayer de les tuer une fois sur place. Il y a des barrières physiques du coup. Les vêtements, le lavage, les sas, et ça se traduit même par la pression de l'air, non? J'ai lu ça dans le document. Exactement. Les blocs ont souvent ce qu'on appelle une pression d'air positive. Donc la pièce repousse l'extérieur. C'est tout à fait ça. Quand les portes s'ouvrent, l'air purifié sort vers les couloirs. Ça empêche physiquement l'air non filtré, qui pourrait être plein de poussière, d'entrer. C'est littéralement un champ de force, invisible. Waouh, un champ de force architecturale. Mais du coup, ça amène un point crucial. Si cette zone blanche est un bunker totalement coupé du monde pour repousser l'extérieur, elle a besoin d'être perfusée en permanence pour fonctionner. Ouais, elle consomme énormément de ressources. Elle a des lignes de vie invisibles, en fait. Les gaz et l'électricité, Les artères et le système nerveux de la pièce, oui. Il y a un réseau de gaz super complexe dans les murs. De l'oxygène pur, évidemment, mais aussi de l'air comprimé. l'air comprimé, c'est pas pour respirer, si? Non, pas du tout. Ça sert de force motrice. Ça fait tourner des outils pneumatiques très lourds, genre des scies pour l'orthopédie. Ça donne une puissance colossale sans le risque d'étincelle qu'on aurait avec un moteur électrique. Ah ouais, très intelligent. Et puis, il y a les gaz anesthésiques qui arrivent directement par les murs aussi. Donc on a cette vraie plomberie de survie. Et juste à côté, tu as toute l'infrastructure électrique pour les moniteurs de signaux vitaux. Et là, on touche à un truc qui m'a vraiment fait bloquer dans nos sources. Il y a une norme opératoire ultra stricte sur la vérification de ce matériel électrique. C'est le rôle de l'infirmière circulante. Oui, la pabellionnaire, comme on l'appelle dans pas mal de pays hispanophones. Voilà, la pabellionnaire. Et apparemment, elle doit vérifier tout l'équipement électrique à la main, un par un, avant l'opération. Mais attends, Je sens que tu vas remettre ça en question. bah oui. Franchement, avec toute la technologie moderne qu'on a, c'est vraiment une seule personne qui doit faire le tour de la salle pour vérifier des prises. Genre, les médecins font pas juste confiance aux machines qui s'autodiagnostiquent. L'intuition nous pousse à faire confiance à un ordinateur pour vérifier un autre ordi, c'est sûr. Mais dans un environnement où la vie tient à un fil, la vérification humaine, c'est l'ultime filet de sécurité face à l'usure physique. Mais elle regarde quoi, la pabellonnaire si le câble est branché? Elle inspecte le monde physique, pas juste une petite lumière verte sur un écran. Pense à un chargeur de téléphone, tu sais, celui qui marche que si tu le tords d'une certaine façon. Ah, l'horreur. Ouais, je vois très bien. Mais voilà, la machine dira que le courant passe. Mais l'infirmière, en touchant le câble, elle va sentir qu'il a été écrasé par un chariot la veille ou que la prise a du jeu parce qu'elle a été arrachée en urgence plein de fois. D'accord. Donc, si un moniteur s'éteint en pleine hémorragie juste parce qu'un chirurgien a frôlé une prise mal branchée, Tout le logiciel du monde ne servira à rien. L'humain reste le meilleur juge de la stabilité physique du matériel. c'est fou de se dire qu'on ancre la très haute technologie dans la réalité brute de la pièce comme ça. Donc on a cette zone blanche, sous pression positive, avec des câbles testés à la main. Le décor est planté. Ouais, mais faut maintenant configurer l'ambiance, l'atmosphère de la salle. On rentre dans le sensoriel, la lumière, le climat, le bruit. L'expérience sensorielle du chirurgien. Commençons par la lumière.
C'est pas juste de gros néons, j'imagine. Ah non, l'éclairage est stratifié. T'as la lumière d'ambiance et surtout la lampe chirurgicale centrale, le grand plafonnier articulé. C'est conçu pour une chose vitale, annuler les ombres portées. Pour que les mains du chirurgien ne fassent pas d'ombre sur la zone opératoire. Exactement. Les foyers lumineux viennent de tellement d'angles différents que même si tu passes ta tête au-dessus, le fond reste éclairé. Et si ça suffit toujours pas, on utilise ce fameux frontoluse, la lampe frontale. Ça m'a fait penser à un spéléologue, tu sais. Le médecin plonge dans une cavité sombre exiguë. C'est la même dynamique. Le faisceau doit suivre son regard au millimètre près pour éclairer une artère spécifique. Mais si on augmente la vision, la température, elle, est soumise à un contrôle très strict. Les blocs opératoires sont hyper froids en général. Pourquoi? C'est pas pour le confort du personnel, c'est pour la survie du patient. Sous anesthésie générale, le corps perd sa capacité à thermoréguler. Parce que l'hypothalamus est endormi. Ouais. Le patient peut plus frissonner ni transpirer. En plus, on ouvre ses cavités internes, ce qui fait une déperdition de chaleur massive. Oh, waouh! Donc la salle elle-même devient le système de régulation thermique du patient. C'est exactement ça. Si la température fluctue, c'est l'hypothermie garantie, avec des risques de coagulation et d'infection. Le climatiseur, c'est littéralement un organe externe. L'exosquelette médical, quoi. C'est brillant. Et ça s'applique aussi au son, du coup. Faut un isolement acoustique total. Le silence, c'est l'arme absolue contre la fatigue cognitive. Pense à l'énergie que ton cerveau dépense pour filtrer les bruits dans un open space bruyant. Ah oui, t'es épuisé à la fin de la journée. Et là, on parle d'une équipe qui opère parfois pendant 12 heures d'affilée. Voilà. S'ils doivent filtrer le bruit des couloirs ou des alarmes des autres salles, ça draine l'énergie nécessaire pour prendre des micro-décisions critiques. Les murs absorbent le monde extérieur à la place de leur cerveau. Parlons-en de ces murs. Parce que pour maintenir cette lumière, ce froid et ce silence, il faut une sacrée forteresse physique. On sort un peu du sensoriel pour entrer dans la chorégraphie des flux. Une chorégraphie où l'infrastructure ne laisse rien au hasard. Les murs et les sols sont lisses, non poreux, avec des plinthes arrondies. Pour que le nettoyage soit absolu, je suppose. Ouais, s'il y avait le moindre joint poreux, un staphylocoque pourrait s'y loger et survivre. Toutes les portes doivent rester fermées. Mais il y a un autre principe qui m'a interpellé sur les flux. Le flux d'entrée, donc les patients et le matériel propre, ne doit jamais croiser le flux de sortie. Absolument jamais. C'est une règle de confinement absolue. Et concrètement, pourquoi? Si je suis infirmier et qu'il y a un chariot de déchets biologiques dans le couloir de la zone blanche, pourquoi je ne peux pas juste faire le tour en marchant à côté? Le problème, c'est pas le contact physique direct, c'est l'aérodynamique. Quand un chariot bouge, ou même quand tu marches, ça crée un sillage, un vortex d'air invisible derrière toi. Et ce vortex soulève des particules. Des micro-gouttelettes, des squames de peau contaminée, ouais. Si ce courant d'air croise un plateau d'instruments fraîchement déballés, Je vois. Le sillage du chariot peut contaminer un scalpel à 2 mètres de là. exactement. L'humain n'est pas fiable pour faire attention à un vent invisible. Donc l'architecture force des couloirs à sens unique. Les poubelles sortent par l'arrière de la salle pour ne jamais repasser par l'entrée stérile. Le bâtiment te force à marcher droit. Incroyable. Si le propre et le sale se croisent, ne serait-ce que dans l'air, tout le système s'effondre. Tout à fait. Bon, notre forteresse est scellée, silencieuse et les flux sont millimétrés. Si on zoome au centre de la pièce, là où l'opération se passe, la disposition du mobilier est aussi réglementée. C'est standardisé à l'extrême. L'élément central, le soleil du système, c'est la table d'opération. Et autour, chaque objet a des coordonnées GPS précises. Dans nos sources, on parle de la table de Maillot, organisée par l'infirmière instrumentiste. L'arsenal ira ouvrer. Oui, Il y a les aspirateurs, l'équipement de l'anesthésiste à la tête du patient, et même des trucs basiques comme le brio, la cuvette métallique posée par terre pour les déchets immédiats. chaque élément est à sa place. Rien n'est laissé à la préférence du chirurgien selon son humeur du jour. Moi, ça m'a fait penser à une brigade de cuisine étoilée au guide Michelin. Chaque chef de partie a sa station fixe. Le saucier va pas empiéter sur le rôtisseur et chacun trouve son couteau les yeux fermés. C'est la mémoire musculaire collective. Et en chirurgie, ça sauve des vies en cas d'imprévu. Prends l'exemple du petit lebrio sur le sol. Pourquoi sa place est si critique? Imagine une artère lâche soudainement. Le chirurgien éponge avec une compresse et doit s'en débarrasser tout de suite pour prendre une pince. Il regarde pas par terre, il tend le bras et lâche la compresse pleine de sang là où le brio est censé être. Et si quelqu'un a décalé la cuvette de 20 cm un peu plus tôt? La compresse tombe, ça glisse, on perd le rythme.
Pire, si l'anesthésiste doit chercher où est la paupe à perfusion d'urgence pendant 2 secondes, parce qu'elle a bougé, 2 secondes, ça peut faire des dommages cérébraux irréversibles. l'environnement doit être le prolongement du corps de l'équipe médicale. Tout se fait à l'instinct. En prenant du recul, c'est fou de réaliser que le succès d'une opération dépend de tous ces détails architecturaux et logistiques. L'héroïsme du chirurgien, c'est presque secondaire par rapport à la préparation de cette zone blanche. L'acte médical, c'est la toute dernière étape d'une préparation logistique colossale, oui. Entre la pabellonera qui tord les câbles à la main, le bâtiment qui repousse la saleté, le froid artificiel, le silence forcé et ce fameux lébrio placé au millimètre près, La chirurgie, c'est autant de la plomberie et de la physique des fluides que de la médecine pure. c'est le triomphe de l'organisation sur le chaos naturel. Ce qui amène une question géniale sur le futur. La zone blanche est une forteresse pour contrôler les humains. Mais avec l'arrivée de la téléchirurgie et des robots chirurgicaux très avancés, Ouais. Des opérations où le chirurgien est sur un autre continent, derrière une console, et c'est ça. Si le patient est seul dans la salle avec des bras robotiques qui sont stérilisables à 100%, on n'a plus d'humain qui respire ou qui transpire au-dessus de la plaie. c'est vrai. Donc, aura-on encore besoin de toutes ces forteresses physiques, de ces sas et de ces flux sans croisement? La zone blanche de demain, ce sera peut-être plus du béton lisse, mais un réseau informatique impénétrable. La ligne de vie invisible, ce sera plus le tuyau d'oxygène, mais le câble de fibre optique sous-marin. Le contrôle absolu, ça sera la cybersécurité pour éviter le piratage du robot. L'architecture médicale passerait du contrôle de l'air à la cryptographie informatique. Ça donne le vertige de se dire ça. Mais bon, en attendant que les robots fassent tout, l'architecture physique reste notre ultime ligne de défense. La prochaine fois qu'on entendra parler d'une intervention, il sera impossible de ne pas penser à cette pièce qui retient littéralement son souffle pour préserver la vie. Une vraie réflexion fascinante à garder en tête pour toutes les personnes qui nous ont écoutés.